Je ne veux pas d'un troisième mandat, mais si le peuple m'en demande, je ne refuserai pas. C'est donc sur ces credos que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se place depuis un temps. Il faut absolument, pour accepter ces demandes du peuple, changer la Constitution. D'ailleurs, sa majorité estimée. Une loi a été votée hier à l'Assemblée nationale parlant des référendums qui soulève un peu de tout dans la classe politique congolaise. Et il y a des gens qui prennent des décisions pour essayer de freiner Tshisekedi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, des questions importantes d'actualité politique sont mises sur la table et l'invité nous accompagne. On parlera donc évidemment de cette épineuse question du changement de la Constitution. On reviendra également sur les initiatives pour bloquer Tshisekedi. Et puis, sauvons la RDC, mise en place l'année dernière par le président Kabila à Nairobi où nous en sommes. Les détracteurs disent que c'était un mort-né qui, aujourd'hui, n'agit que par communiqué sans efficacité sur terrain. Nous en sommes où on parlera de ça. D'autres questions importantes, notamment l'insécurité et la guerre dans l'Est de la République, feront également l'objet de cette émission. Un invité nous accompagne sur ce plateau pour donner son point de vue. C'est M. Albert Moukoulou-Boundou. M. Moukoulou-Boundou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir. Donc, bienvenue à cette émission. Merci. Je vous reçois ici en Belgique, plus précisément à Bruxelles, où vous êtes venu pour participer à une manifestation qui a été organisée les 30. On va essayer de parler de ça. Mais quand on parle de Moukoulou-Boundou, on remonte un peu l'histoire. Vous êtes le fils de Félix Moukoulou-Boundou, qui a été un des maquisards, un des compagnons des luttes de Pierre Moulélé. Est-ce une charge, une responsabilité ou une fierté de porter un nom qui draine derrière une telle histoire ? C'est le tout à la fois. C'est une charge, c'est une responsabilité, c'est un honneur, parce que j'ai vécu avec mon défunt père. C'est lui qui m'a éduqué. Mon père, pour la petite histoire, s'est séparé de ma mère. J'avais 2 ans. Je suis resté avec mon père jusqu'à son dernier jour. C'est moi qui l'ai conduit dans la salle, dans la morgue. Et j'étais ce jour-là quand on le mettait sous terre. Donc il était à la fois pour vous un père et une mère. Ah oui, et puis c'est lui qui m'a éduqué politiquement. Donc ma vie, j'étais tout le temps avec lui. J'ai participé à ces réunions, il n'y avait personne pour rester avec moi. Donc j'ai été avec mon père dans les réunions et c'est là que j'ai commencé à avoir le goût de la politique, en plus de tous les enseignements qu'il avait cessé de nous donner depuis notre bas âge. C'est ce qui justifie mon engagement politique. Rappelons ici que Moulélé est assassiné en 68, enlevé de Brazzaville, envoyé par Mobutu, il a pratiquement été charcuté. Moulélé qui a créé le PSA, le Parti solidaire africain, en 58 avec Gizenga Fungi. Hein. Oui. C'était un peu pour faire de l'équilibre avec Labako qui lui demandait l'indépendance du Congo central, alors que eux, Gizenga et Moulélé voulaient plutôt que la nation existe un peu le panafricanisme. Revenons un peu sur votre père. En lisant et en creusant un peu quand j'étais en train de préparer cette émission, votre père a rejoint Moulélé au maquis, notamment dans le maquis des Kouilou. Oui. Il était avec Moulélé au Congo-Brazzaville en 68 lorsque Moulélé a été arrêté et renvoyé à Kinshasa où il a été tué par Mobutu. Après silence radio, aujourd'hui vous vous sentez dans l'obligation de reprendre le flambeau laissé par fatigue ou par lassitude par votre père. Qu'est-ce qui s'est fait qu'entre-temps, eux, les compagnons de Moulélé, n'aient pas repris les armes, ils ont plutôt choisi la voie de l'exil à ces temps-là? Mais c'est à cause de la répression, c'est comme aujourd'hui. Mon défunt père, il a commencé la lutte armée avec Pierre Moulélé parce que c'était un projet qu'ils avaient discuté avec Moulélé au Caire. Il faut dire que lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Lumumba, son assassinat, les lumumbistes s'étaient retranchés à Stanleyville, qui s'appelait à l'époque. Et mon défunt père s'occupait de la sécurité, de la branche militaire. Et c'est pour cela qu'il sera nommé attaché militaire du gouvernement Lumumba en Chine. Il est le premier Congolais à avoir été en Chine. Et il a profité de sa présence en Chine pour se spécialiser en armes lourdes. Et il a appris en même temps, il a suivi une formation sur la guérilla. Et quand la situation s'est détériorée,
après le conclave de Lovanium, l'échec des négociations, ils ont été obligés de prendre le chemin du maquis. Moulélé est parti après en Chine. Il est revenu clandestinement en passant par Brazzaville. En ce moment, il trouve Mont-Dauphin Père en liberté provisoire. Gizenga se trouvait arrêté en prison à Boulambemba après qu'il ait accepté d'entrer dans le gouvernement à Doula. Mais ils sont allés à Belgrade, à la conférence des pays non alignés. Au retour, Gizenga a été arrêté. Donc, les négociations du conclave de Lovanium étaient un piège pour les lumumbistes. Et c'est suite à cela que les lumumbistes ont décidé de prendre les armes. Moulélé est rentré à Kinshasa, passant par Brazzaville. Il a trouvé Mont-Dauphin Père en liberté provisoire. Et ils ont décidé de prendre la route pour aller organiser le maquis dans le Kwilu. Au départ, c'était prévu qu'ils aillent dans le Congo central, mais ils ont décidé d'aller au Kwilu. Et là, ils ont déclenché la lutte armée. Et ceux qui étaient à Kinshasa, vu qu'ils étaient arrêtés, traqués, ils ont fui à Brazzaville. Et là, à Brazzaville, ils ont créé le Conseil national de libération. À partir de là, il y a eu des correspondances de Moulélé et le Conseil de libération, national de libération a mandaté les révolutionnaires à Brazzaville pour aller ouvrir le front à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces révolutionnaires, il y avait Laurent Désiré Kabila, Christophe Gbenye. Qui sont allés vers l'est. Gbenye qui va trahir par la suite. Oui, Gaston Soumialo. Parce qu'il décidera de rejoindre le... Voilà, donc les 3/4 du pays se trouvaient entre les mains des insurgés. Et c'est à cause de l'implication des troupes belges, les Américains, que Mobutu Kasavubu a réussi à mater cette rébellion. Et les autres étaient obligés d'aller en exil. Et Moulélé, qui se trouvait à Brazzaville parce qu'il y avait des problèmes, il n'était pas en liberté, il était en état d'arrestation. Et Mobutu va négocier avec Ngouabi son extradition. Il arrive à Kinshasa, malgré l'amnistie signée. Il a été assassiné atrocement le 3 octobre 1968. Et Mont-Dauphin Père est resté en exil avec d'autres lumumbistes. Ils ont continué la lutte. Je vous dis par exemple qu'en exil, on a côtoyé tous les partis des pays de la ligne de front. L'Angola était encore sous domination à cette époque, la Namibie, l'Afrique du Sud. Et nos parents étaient impliqués dans ces luttes-là pour la libération de ces pays-là. Ils ont participé avec le MPLA. Neto, d'ailleurs, était un grand ami à Mont-Dauphin Père. Donc, mon père a participé dans ces luttes-là. Qui n'a pas croisé les bras malgré la répression, ça veut dire tout simplement qu'il travaillait. Il travaillait, il a aidé la SWAPO, il a aidé la SWAPO avec Sam Nujoma, la Namibie. La ZANU de Mugabe était aidé par des Congolais. Oui, était aidé par les Congolais. L'ANC était aussi aidé par les révolutionnaires congolais qui avaient déjà une expérience de lutte armée. Et le MPLA, donc tout, le Cameroun avec l'UPC de Hossein Afana. Donc tout ces partis représentés à Brazzaville comme un quartier général des révolutionnaires. Il y avait un camp à Gamboma, au nord de Brazzaville. Mont-Dauphin Père s'occupait de la formation et de l'instruction des Africains là-bas qui se battaient pour la libération de l'Afrique. Donc les Congolais ont participé à des luttes qui ont conduit, par exemple, à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie, de l'Afrique du Sud. Bon, ce n'est pas surprenant, hein, quand en 98, Laurent Désiré Kabila est au pouvoir et que le Congo est agressé, la Namibie envoie des troupes, l'Angola envoie des troupes. C'est cette solidarité-là qui avait existé déjà pendant l'exil. Donc voilà, c'est ça un peu la petite histoire de la lutte de nos parents. On parlera un jour avec votre père. Je confirme que j'étais avec l'écrivain belge Tony Busleen qui m'a raconté un peu l'histoire de Ludo Martins, qui a écrit un bel ouvrage sur Moulélé. Hein. Oui. Pierre Moulélé, la seconde vie de Lumumba, que je suis d'ailleurs en train de croquer ces jours-ci. Il m'expliquait que les livres a entre autres été rédigés parce qu'il a reçu certains témoignages, dont celui de votre père. Absolument. Donc ça, c'est Tony Busleen qui l'a dit, qui a d'ailleurs rédigé aussi un bel ouvrage, l'histoire populaire du Congo. Je vous convie à les lire. Donc ça, c'est l'histoire de votre père. On fera une émission peut-être avec les enfants des révolutionnaires comme vous voulez, mais aujourd'hui, je vous appelle, comme vous, Albert Moukoulou-Boundou, comme politique, mais de l'histoire de votre père, vous
baigné dans ça, mais vous entrez en politique pour fourbir vos armes d'une certaine manière, d'abord au niveau des Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. C'est là que les Congolais, pour la plupart, vous découvrent. Hein. Vous l'accompagnez au niveau de la primature. Votre père est des Kouilou, notamment à Idiofa. Évidemment, logiquement, vous êtes d'Idiofa. Votre père travaille avec Moulele et Gizenga, qui sont de Bandundu. Hein. Vous-même, vous allez travailler avec Nouvel Élan des Bandundu. Vous-même, vous êtes des Bandundu. Est-ce que ce n'est pas aux antipodes des valeurs que vous défendez? Vous êtes un sectaire en matière d'accroche politique. Comment quelqu'un des Bandundu se retrouve toujours dans les regroupements des Bandundu, dans les Bandundu, dans les Bandundu? Il n'y a pas l'UDPS, il n'y a pas... Vous ne sentez pas à l'aise dans des partis menés par d'autres tribus au pays? Non, je vais vous donner un peu plus d'informations. J'ai commencé à travailler avec Tchamala Wakamwanya Tchingomba, paix à son âme, président de la CLPT sous Laurent Désiré Kabila. Et, vous étiez son chargé de mission, je crois. J'étais son chargé de mission. Mais là, ce n'est pas un parti politique, c'est un travail dans un cabinet. Donc je suis dans son cabinet. Et puis, je travaillais avec Yerodia Abdoulaye Ndombassi comme conseiller politique également. Donc, ils ne sont pas du Bandundu. Non, mais je parle de la vie politique. Hein. Le Bandundu, historiquement, le Kouilou a participé à la lutte pour l'indépendance nationale. Et le Kouilou, c'est le PESA, le Parti solidaire africain, qui est un parti qui s'est mis ensemble avec Lumumba dans le cartel des nationalistes et qui avait gagné les élections de mai 60. Donc géographiquement, Mont-de-Fin-Père a commencé son engagement politique dans le Kouilou. Pourquoi? Parce qu'on se sent toujours fort chez soi. Avant de conquérir ailleurs d'autres provinces, il faut d'abord faire ses preuves chez soi. C'est la raison pour laquelle il a commencé comme militaire dans l'armée coloniale belge. Il sera affecté dans la province orientale. C'est là qu'il exerçait ses activités. Il est devenu lumumbiste parce que Lumumba, à cette époque, il est dans la province orientale. Il travaillait à la poste. Mon père était dans l'armée. Il a été recruté dans le Kouilou, mais affecté dans la province orientale. C'est là-bas qu'il travaillait. Et grâce au contact avec Lumumba, et l'armée était aussi divisée, et il faut dire que mon père était aussi venu ici en 58 lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Donc, à partir de ces contacts-là, il a commencé à comprendre comment fonctionnait le monde, les idées, la lutte pour l'indépendance. Et il a aussi fait un travail dans l'armée. Alors, géographiquement, Gizenga est du Kouilou, mais ce n'est pas les origines de Gizenga qui étaient intéressantes, ni de Moulele, parce qu'après, mon père était impliqué dans les luttes en Afrique australe et autres. Donc, le Kouilou, c'est son lieu de naissance. Et il a rencontré d'autres personnalités. Ces personnalités ont marqué Mont-de-Fin-Père à travers les idées que ces personnalités incarnaient. Sur vous, je vous dis. Et puis moi, c'est-à-dire que moi, je n'ai fait que bénéficier de tout ça. Et mon père m'a aidé. C'est-à-dire que, comme vous dites, vous vous sentez d'abord bien chez vous, donc c'est comme ça que vous restez avec un Muzito en Nouvel Élan. Non, je reste avec Muzito en Nouvel Élan, croyant qu'il incarne les idées de Patrice Emery Lumumba. Avec la pratique, avec le temps, je me rends compte que c'était faux. Et j'ai décidé, pas seul, avec d'autres camarades, de nous retirer. Vous avez créé votre parti politique. On va juste ouvrir une petite parenthèse. Je ne voudrais pas qu'on insiste là-dessus. Je disais, c'est la première fois que je vous recevais sur ces plateaux. J'aimerais quand même que mes téléspectateurs puissent cerner un peu la personne qui est en face de moi. Oui. Vous avez été porte-parole de Nouvel Élan à un moment donné. Oui. Vous avez travaillé avec Muzito à la primature. Vous l'avez suivi à la Mouka lorsque même il y a schisme entre deux Bandundois. Donc la Mouka, elle... comment Martin Fayoulou et Muzito, vous accompagnez Muzito jusqu'à là, mais qu'est-ce qui arrive que vous arrêtiez avec Muzito? Quelles sont les raisons qui vous demandent de quitter le parti Nouvel Élan? C'est le bilan que nous faisons des élections de 2023. En 2018, Muzito, heureusement que nous, on a des écrits. On le lui a rappelé tout ce qu'il avait dit autour des élections de 2018. Et au regard de ce qui s'est passé pendant les élections de 2023, plus de 13 000 machines à voter dans les résidences des partisans de Tshisekedi. Une élection qui devait se tenir en un seul jour, elle s'est tenue pendant une semaine.
Et sans compter tout ce qu'on a vécu comme dérapage. Et on était, nous, surpris que Muzito s'enferme dans son bureau avant même la proclamation des résultats frauduleux par Denis Kadima. Et lui avait déjà sorti un communiqué reconnaissant la victoire de Félix Tshisekedi, donc ces élections-là. Et nous lui avons rappelé tout ça, du fait qu'il n'avait pas répondu à nos questions, et le contact était coupé, on s'est réunis avec les autres pour décider d'aller de l'avant, se quitter et créer une autre organisation politique. C'est la raison de la séparation avec Adolphe Muzito. Non, vous avez créé un parti politique qui s'appelle FDA, je crois. Le FDA, et aussi cette déclaration, il l'a fait sans respecter les organes du parti, donc en violation. Mais comme il est considéré comme étant son histoire à lui, et qu'il n'avait pas de réponse à nous donner comme membre du parti, compte tenu du fait qu'on avait constaté que les textes étaient violés, et compte tenu du fait que nous avons fait le bilan de ces élections-là et du régime Tshisekedi, il se sentait mieux. Tout ce qu'il nous avait dit, programme contre programme, tout ce qu'il avait prétendu comme préalable pour se mettre ensemble avec n'importe quel candidat, cela n'était pas respecté. Nous, on s'est vu dans l'obligation de prendre nos distances. Vous avez créé FDA au Sénégal, lorsque vous êtes allé participer à un sommet des panafricanistes. FDA, c'est Front démocratique africain. En préparant cette émission, j'ai voulu un peu avoir certaines informations auprès de vos anciens compagnons. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce travail. J'ai rarement vu les gens politiques avoir autant d'admiration pour des personnes qui les ont quittés. Vous avez une très bonne réputation, un garçon lisse, propre, etc. Oui, c'est vraiment ce que je retiens. D'ailleurs, j'ai appelé ce que je considérais comme étant vos profondeurs, des gens qui devaient me donner un peu votre CV, mais je remarque que vous avez laissé un peu de bonnes traces. Mais ils disent, c'est un garçon intelligent, un monsieur bien intelligent, mais il a, comme tous les Congolais, il est allé créer un parti mallette qui n'a ni siège ni... Est-ce qu'il fallait ajouter FDA sur la liste des centaines, des milliers de partis politiques qu'on a au Congo? C'est un autre parti mallette qui s'ajoute. Pas de siège au pays, pas de représentation, pas de militants. Le seul vrai militant, c'est vous-même, c'est vos bagages. C'était pas des trop. Il y a aussi des partis lumumbistes au pays. Il y a aussi des partis nationalistes au pays. Quelle était la raison d'aller ajouter à ces milliers de partis politiques qu'on a chez nous un autre parti mallette qui est le vôtre? Nous sommes une histoire, nous ne sommes pas un parti mallette. Le parti est créé d'une scission avec le Nouvel Élan. Et je vous informe que on n'a pas été le seul à quitter ce parti. Il y a les camarades qui ont travaillé avec nous dans la diaspora, ici, en Belgique, par exemple, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Parce que j'étais le chargé des relations extérieures et nous défendions une orientation idéologique et claire. En plus de cela, l'avantage avec les nouvelles technologies, on se réunissait avec tous les camarades, que ce soit ceux qui sont au Congo, en province. Donc ceux qui ont décidé de quitter pour créer le FDA, c'est des gens qui sont venus déjà du PALU, après le PALU, le Nouvel Élan, après le Nouvel Élan, c'est le FDA. Donc ce n'est pas un parti mallette. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés. Notre parti et notre mouvement est très bien organisé. Nous avons une reconnaissance. Nous avons un compte bancaire ici à l'extérieur. On a des membres qui cotisent tous les mois. Ça nous permet d'exercer nos activités, de répondre aux invitations. On a été à Dakar parce que invité. On m'a demandé de demander les sièges, il est où? Le siège ne peut pas. Nous ne pouvons pas avoir un siège. Sans vos amis qui me disent c'est un monsieur rationnel, poli, mais le siège. Un peu ambitieux qui non, crée le un siège, parti politique qui n'a pas de siège, qui n'a le rien. Siège, voilà. Le siège. Nous avions déjà un siège à Kinshasa. Vous en aviez. Mais ce qui a compliqué les choses, c'est après Nairobi. Après Nairobi, la situation a changé
Et le régime a commencé à traquer vous n'êtes pas proches. sur la liste des partis qu'il fallait suspendre, hein? Non, nous ne sommes pas... Donc, ça veut dire que même le pouvoir n'a pas compris, n'a estimé que c'était tellement important. Nous ne sommes pas parmi les partis. D'aller suivre un menu fretin. Excusez-moi de vous embarrasser autant. Hein. Non, mais je dois vous préciser, nous ne sommes pas un parti. Parce qu'on a suspendu les MLP, on a suspendu le PPRD, on a suspendu les partis de Makila, on a suspendu... Parce que le pouvoir estimait que ça, c'était de vrais partis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec un parti mallette qui n'a pas de siège, qui n'a rien? Nous avons commencé les démarches pour enregistrer notre organisation politique. Ça s'est arrêté en cours de route. Et de là, tous ceux qui étaient à Nairobi ont été fichés. Même si nous n'avions pas encore un siège officiel, mais les nôtres se réunissaient déjà quelque part. Mais dans ce climat d'insécurité, je ne pouvais pas, en tant que responsable, exposer les camarades. Mais je vous dis que nous avons des membres en province, à Kinshasa, qui, de temps en temps, sont en réunion de manière clandestine, parce que nous savons que ça finira un jour par une solution autour d'une table, et les organisations politiques vont reprendre leurs activités. Donc, ne vous en faites pas, le FDA existe à Kinshasa, existe en province, même si physiquement on ne sait pas nous retrouver quelque part, compte tenu du climat, les gens voient, les gens du service, ils voient que je suis de temps en temps parti dans des rencontres politiques avec souvent la RDC, ils savent de quel coin je me trouve. Même ceux de ma province qui sont avec le pouvoir, ils savent comment faire pour nous traquer. Donc, ce n'est pas le fait que on n'a pas un siège ou le pouvoir n'a pas pris une décision sur le FDA, ce qui fait de nous un parti mallette. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas un parti mallette, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Nous sommes en train de faire un travail clandestin parce que nous avons appris la théorie de la clandestinité depuis notre jeune âge. On sait comment s'adapter dans des circonstances même difficiles. Allez, bonne chance et bon vent à vous. Allez, on va parler politique, situation, actualité plutôt dans le pays. Vous êtes un des ténors de ce qu'on a appelé souvent le Congo. On parlera également de ça. Mais l'actualité restait dominée quand même par la volonté du président Tshisekedi d'échanger la Constitution. Le président a dit que lui ne veut pas d'un troisième mandat, mais si le peuple lui en demandait, il ne refuserait pas. Monsieur Mukulu Bundu, est-ce que Tshisekedi n'a-t-il pas raison? Quand on sait que vous battez pour la démocratie ne peut nullement exister sans la participation du peuple. Pourquoi ne pas nous tous nous soumettre à la volonté du peuple? Pourquoi vous refusez de laisser le souverain, le détenteur, vrai détenteur de la démocratie, exercer son pouvoir le plus ultime? Est-ce que Tshisekedi n'a pas raison de mettre le peuple comme référence entre vous et nous? Je trouve que c'est un débat qui n'a pas d'importance pour l'instant. Ça me fait mal de voir les intellectuels congolais versés dans ce genre de débat, parce que je me souviens, lorsque Kabila est arrivé fin mandat, les mêmes ont dit, au nom du principe clair, au nom de la Constitution, il n'y a pas de débat, il a accompli ses 2 mandats constitutionnels, qu'il ne pouvait plus se représenter. Mais je me pose la question, pourquoi ça doit être différent de Tshisekedi? Pourquoi ce débat? Ça n'a aucun sens. Il a fait ces 2 frauduleux mandats, il est arrivé à la fin, qu'il s'en aille. Nous, on ne se limite pas seulement au fait qu'il doit partir, lui, respectant le mandat, il doit partir, mais son système aussi doit partir. C'est ça qui nous détermine, qui nous pousse à travailler pour que la Constitution soit respectée, mais surtout qu'on mette fin à son système. Parce qu'il a instauré un système non seulement dictatorial, mais je dirais même, il a instauré une tyrannie au Congo avec tout ce qui se passe. Minakou dans des cachots clandestins, Chadari la même chose, le jeune parole Kamizelo, je vois comment on l'a pris, et dans quelle situation il se trouve. Donc aujourd'hui la justice est entre les mains de Tshisekedi, il instrumentalise cette justice, il jette les officiers en prison, l'opposition c'est celle que lui tolère, les autres ils sont en exil. Donc moi je trouve que
recourir au peuple, je ne sais pas de quel peuple Félix parle. C'est ce peuple-là qui est dans les embouteillages jour et nuit, c'est ce peuple-là qui manque... Mais donnons-lui la parole, dit Tshisekedi. Donnons-lui la parole, qu'il décide de son sort. Mais en vertu de quoi? Parce que, si je ne me trompe pas, le référendum auquel il fait allusion ne peut se faire que sur des matières précises. Par exemple, je n'ai pas totalement la maîtrise, mais il me semble que c'est pour seulement consulter les Congolais quand il faut changer de capitale. C'est là que le référendum, selon la Constitution, est autorisé. Ben, il veut faire un forcing pour aller vers un référendum, pour résoudre quel problème. Il dit lui-même qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. En même temps, il veut organiser un référendum. Or, le référendum, c'est aussi une élection. Donc là, c'est des contradictions. On comprend clairement que Tshisekedi est dans une démarche visant à s'éterniser au pouvoir. Et nous sommes opposés à cette idée. Non, mais quand il dit que la Constitution est une Constitution des belligérants, rédigée à l'étranger, qui n'entre pas en adéquation aujourd'hui avec les réalités congolaises, on dit que cette Constitution, vous êtes ici en Belgique, a été rédigée ici par les Bob Kabamba et les autres à l'Université de Liège. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous-mêmes nous prenions en charge notre Constitution, que nous élaborons nous-mêmes notre Constitution? Non, ça c'est faux. La Constitution est passée par un référendum populaire et les gens l'ont votée. Et c'est devenu une constitution de la République démocratique du Congo. C'est la même constitution qui a permis à Tshisekedi de devenir président. Il a prêté serment sur la même constitution. Aujourd'hui, comme je le dis, il est arrivé fin mandat. Il avait même prétendu, en passant ici en Belgique, de passage ici en Belgique, qu'il ne peut pas faire 2 mandats. Parce que, avec les charges, il sent le poids de ces charges par rapport à sa santé. Et bon, donc, Tshisekedi, comme vous le connaissez bien, c'est un homme versatile. Il peut dire une chose et son contraire. Mais aujourd'hui, sa démarche vise à changer la Constitution pour rester au pouvoir. Tout ce qu'il essaye de présenter, de mettre en avant-plan, c'est des prétextes. Référendum, constitution des étrangers, on l'a vu pendant les élections. Il s'est mis à s'attaquer aux étrangers, mais dans la pratique, s'il y a un homme qui vend le Congo aux étrangers, c'est Tshisekedi. D'ailleurs, l'accord qu'il a conclu avec Trump est la preuve que c'est Tshisekedi qui est au service de l'étranger. Donc, cet argument qui consiste à faire croire à l'opinion que c'est une constitution des étrangers, c'est juste une diversion pour susciter un sentiment de rejet de cette constitution par la population congolaise. Mais nous sommes là pour éveiller cette population, pour dire que tout cela est faux. Tshisekedi veut changer la constitution. Vous dites non. Du coup, vous êtes à une sorte aux antipodes. Qu'est-ce qu'il faut faire dès lors pour arrêter M. Tshisekedi à changer la constitution? Quelle est votre recette pour commencer à empêcher Tshisekedi à changer la constitution? Il faut mobiliser le peuple, il faut mobiliser la communauté internationale, comme ce que nous essayons de faire par des contacts diplomatiques, par des manifestations de rue. Et c'est à ce titre qu'il y aura le samedi 30 une manifestation ici en Belgique avec tous les Congolais qui refusent que Tshisekedi s'éternise au pouvoir avec son système. À Paris, le 4 juillet, nous allons organiser les manifestations. Nous saisissons les opportunités que vous nous donnez, vous, en tant que journalistes, soucieux aussi de ce pays, pour que nous puissions nous exprimer, sensibiliser nos populations congolaises, aussi les populations africaines. Je suis allé au Sénégal, à Dakar, à l'époque, il y a plus ou moins une année et demie ou 2 ans. J'ai participé à un séminaire sur le panafricanisme, mais en même temps, j'ai profité de cette circonstance pour parler de ce problème de changement de constitution, parce que ce peuple a une expérience. Ils se sont battus contre Abdoulaye Wade qui avait tenté de changer la constitution, Macky Sall qui avait tenté de faire la même chose. Donc nous avons échangé les expériences dans ce domaine-là, comment mobiliser, et nous on mobilise l'Afrique, on mobilise l'Europe, on mobilise le Congo.
et pour empêcher à Tshisekedi de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Parlons de la mobilisation justement. Au pays, il y a une sorte de dynamique qui naît. Vous avez vu que les opposants se sont retrouvés. Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tchapoué, Jean-Marc Kabunda Kaboun, Dédi Sessanga et Matata Pogno, qui est d'ailleurs un de vos sociétaires de Sauvons la RDC. On va en parler. Mais pourquoi vous avez refusé, vous, Sauvons la RDC, de pouvoir adhérer à cette dynamique? Quelle est la raison pour laquelle Sauvons la RDC a refusé de rejoindre ce qu'on appelle aujourd'hui les C64? Non, personne n'a refusé de rejoindre les C64. Les gens ont la liberté de s'organiser comme ils le veulent. Donc nous, on a commencé avec Sauvons la RDC. Bien avant, Nanga a commencé avec l'AFC M23. Et aujourd'hui, le C64 s'est organisé, s'est mis en place à Kinshasa. Sans Sauvons la RDC. La question, elle est celle-là. Oui. Alors qu'on prêche ici pour l'unité d'action pour lutter contre Tshisekedi. Ah oui. Quelle est la raison qui vous a emmené, vous, Sauvons la RDC? Parce que vous êtes un des membres, une des mastodontes au sein de cette structure. Qu'est-ce qui vous amène à refuser d'adhérer et de donner le coup de main à cette histoire des coalitions 64? Nous saluons l'initiative des camarades, des autres politiques congolais qui ont pris la décision de rejoindre ce que nous avons nous commencé, c'est-à-dire la plateforme Sauvons la RDC. Nous l'avons créée dans des conditions de lutte qui sont les nôtres actuellement, en se référant à l'article 64. Et ceux qui ne sont pas venus avec nous ont fini par s'organiser à leur niveau, puisqu'ils sont à Kinshasa, pour créer une coalition dénommée C64. Nous saluons cette initiative et nous nous rendons compte qu'eux, ils se basent sur l'article 64 parce qu'ils font le même constat que nous. Nous l'avons fait à Nairobi, nous avons créé souvent la RDC. Ils avaient jugé de ne pas venir en ce moment, peut-être pour des raisons de sécurité. Ils se sont réunis à Kinshasa, où nous étions absents, parce que traqués, comme vous le savez, après Nairobi, Seth Kikuni qui est rentré à Kinshasa, Théophile Mbemba a rentré à Kinshasa, ils ont été interpellés par les services. Vous avez des représentations, hein, vous avez des représentants, si vous l'aurez voulu, vous serez donc là. Alors, laissez-moi insister, vous êtes politique, et parfois vous les politiques, je suis habitué à vous interviewer, vous aimez la langue de bois quand ça vous plaît, mais laissez-moi aussi insister. Donc si les Congolais doivent comprendre, c'est une revanche que vous avez prise contre ceux qui ont refusé de venir à Nairobi. Vous n'avez pas adhéré au C64, parce que eux aussi, quand vous avez organisé votre Nairobi, ils n'étaient pas venus. C'est ce que vous dites, hein. Nous, on a organisé sur base de l'article 64, ils ne sont pas venus, et ils nous ont rejoints après. Donc, c'est la revanche que souvent la RDC a prise. Parce que jusque-là, vous ne me donnez pas une raison valable pour laquelle vous n'avez pas rejoint le mouvement C64. Non, le problème, ce n'est pas de prendre une revanche. Quand nous, on a commencé avec Sauvons la RDC, tout le monde avait été contacté. Chacun a donné les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait le déplacement pour Nairobi. On a constaté après qu'ils ont créé le C64. Nous saluons cette initiative, puisque nous convergeons quelque part, parce que nous avons les mêmes objectifs. Par exemple, cette histoire du respect de la Constitution. Mais nous allons au-delà de cela. Nous disons qu'il faut mettre fin à la tyrannie Tshisekedi. Et pour cette raison, on a arrêté les nôtres. Au moment où nous parlons, Minakou est en prison, Chadari est en prison, Dounia aussi est en prison, Parole Camiselo. Donc nous, par rapport à tout ce que les camarades ont vécu, nous nous sommes dit, bon, on continue dans Sauvons la RDC. Les autres qui ont pris l'initiative de créer C64, c'est aussi une très bonne chose. Nous allons probablement nous rencontrer sur les actions à mener sur terrain contre le changement de la Constitution. Donc je crois qu'il n'y a pas de divergence comme telle sur cet aspect des choses. Vous dites quoi, un sociétaire de Sauvons la RDC comme Matata, qui lui se trouve dans C64? C'est un indiscipliné? Comment s'est-il retrouvé là-bas? Non, je ne sais pas. Il serait peut-être mieux de lui poser la question. Non, vous êtes parmi les signataires, parmi les membres cofondateurs. Oui. Je sais, moi j'ai creusé en faisant cette émission que la plupart de vous tous, comme Sauvons la RDC, avaient refusé. Hein. Vous avez vos raisons à vous, vous avez dit on n'entre pas dans ça, mais il y a quand même un de vos membres, non pas le moindre,
moindre qui s'appelle Matata Pogno, qui se trouve aujourd'hui à C64. C'est donc le seul. J'ai même vu qu'à un moment donné, Claudel Loubaya et Seth Kikouni et même Jean-Claude Vouemba avaient participé aux premières réunions de cette histoire des C64. Il semble que les instructions avaient été données au lieu par rapport à Sauvons la RDC. Ils se sont retirés. Mais vous avez quand même un cadre, et pas le moindre, Matata qui est là-bas. Donc, vous le considérez comme un indiscipliné qui n'a pas suivi la ligne adoptée par Sauvons la RDC. Vous les qualifiez quoi, Matata, son acte, l'acte qu'il pose en restant au sein des C64? C'est un homme libre. Au Congo, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Chacun a la liberté d'analyser et de prendre les décisions. Si Matata est associé à la création de C64, c'est lui qui a pris la décision. Bon, moi, la seule chose que je peux souhaiter, qu'il continue à travailler en respectant ce qu'il a pris comme engagement avec C64. Vous êtes un grand journaliste, vous avez de temps en temps l'occasion de l'interviewer, il serait mieux de lui poser la question et il vous donnera la réponse. Je ne peux pas parler à sa place, mais je constate qu'il a accepté la proposition. Il n'y a pas de problème. En tout cas, sur l'aspect lié au respect du du respect de la Constitution contre le troisième mandat de Tshisekedi, si c'est pour cet objectif-là, je l'ai dit, nous saluons ce qu'ils ont pris comme décision, notamment la journée ville morte, le 3 juin. Vous soutenez donc cette journée ville morte? Nous saluons. Vous appelez les Congolais et vos militaires à rester à la maison? De rester à la maison, parce que c'est contre le changement de la Constitution. Voilà, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas Donc d'ambiguïté. vous aimez Sauvons la RDC, un des membres est là, les Congolais vous regardent, c'est quoi le message par rapport au 3 juin? Le 3 juin, que les Congolais restent chez eux, pas seulement au Kinshasa, mais je souhaiterais même que ça soit sur toute l'étendue du territoire national, parce que c'est pour le respect de la Constitution, et souvent la RDC se bat aussi pour ces mêmes objectifs. Albert Mokolo-Bundu, j'ai compté le nombre de fois que vous avez répété dictature, tyrannie, vous confirmez qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tyrannie au pays avec M. Tshisekedi, ça c'est clair. Absolument. Vous l'avez répété plusieurs fois. Vous êtes cadre de Sauvons la RDC avec votre parti politique. Vous avez comme président Kabila qui a géré le pays pendant 18 ans. Vous fustigez aujourd'hui la tyrannie. Vous aviez fait pareil quand vous étiez à Nouvel Élan avec Kabila. Moi, je me rappelle, contre Kabila. Vous étiez dans l'opposition. Vous disiez la même chose contre Kabila. Que c'était un tyran, que c'était un dictateur. Vous êtes un habitué des médias. Les images peuvent encore témoigner. Le Congolais vous regarde. Ça a changé quand? Qu'aujourd'hui, vous béatifiez Kabila que vous avez présenté hier comme les diables, comme les tyrans. Il a changé quand, Kabila? Alors, je saisis l'opportunité. Je n'ai jamais attaqué Kabila en le traitant de tyran, de dictateur. Vous étiez dans l'opposition avec Nouvel Élan. Nous étions dans la Mouka. On a créé le Nouvel Élan parce qu'il y a eu des problèmes dans le Palu. Moi, je me trouvais déjà en Europe. Mouzito est arrivé et nous avons réfléchi ensemble compte tenu du fait qu'il y avait des problèmes dans le Palu, et on a tout fait pour le faire partir du Palu. Et c'est là qu'on a pris la décision de créer le Nouvel Élan. Et Nouvel Élan s'est mis ensemble dans la Mouka pour aller aux élections, et on a soutenu à l'époque la candidature de Fayoulou. Donc moi personnellement, individuellement, je n'ai jamais fustigé Kabila Joseph. Pourquoi? Il a été un bon président, Kabila Joseph? Ah oui, il a été un bon président. Les Congolais vous regardent. Il a été un bon président, quel que soit. Vous ne nous avez pas rabâché les oreilles sur quelqu'un qui a tué Rossi Mukendi, non, qui a tué Chebea. Kabila était saint. Kabila, les Congolais nous regardent. Hein. Non. Parce que vous... je le dis, Kabila a été un bon président. Mais moi, j'ai critiqué certaines choses parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettent pas de fautes. Kabila, à son époque, il y a eu également des fautes, des erreurs. Mais moi, personnellement, quand j'analyse la situation... Les fautes les mêmes qu'avec Tshisekedi, il y en a quelques bribes qu'on retrouve de ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Non. Là, je ne veux pas tomber dans le piège de ceux qui mettent Kabila et Tshisekedi dans
dans le même panier. Je pose des questions. Jean-Claude Mouyambo n'a-t-il pas été arrêté sans ménagement sous Kabila? Les gens étaient... Franck Diongo n'a-t-il pas été arrêté sans ménagement sous Kabila? Bien sûr. Chebeya n'est pas mort sous Kabila, tout ça. Oui. Attendez, vous parlez de quoi, M. Moukoulou-Boundou? Mais oui, mais il ne faut pas prendre un élément et généraliser. Non, moi je parle. Parce que ici vous avez cité Chadari, oui. Vous avez cité Minakou, oui. Vous avez cité Camizelo. Je vous en cite. Oui. Je vous laisse la parole. Pendant Kabila, il y avait quand même le respect de la procédure. Les gens pouvaient être arrêtés, on savait où ils se trouvaient. Aujourd'hui, on vous prend à 4h, 5h, 3h du matin, cagoulé, on vous emmène dans des lieux inconnus. Et sous Kabila, ça ne se faisait pas. Donc c'est ça la différence. J'ai eu, moi, à faire des critiques, mais je n'ai jamais considéré Kabila comme un ennemi. Parce que quelque part, moi, j'ai des liens historiques, politiques, idéologiques avec Kabila. Et je le dis, j'ai toujours discuté avec ceux qui étaient avec nous, dans Nouvel Élan et autres, je ne considérais pas Kabila. Personne ne peut me produire des textes où je me suis attaqué à Kabila. Je voulais simplement que ce régime s'inspire du combat de Lumumba, que les choses se passent différemment par rapport au régime Mobutu, par rapport à toutes les critiques. Mais je constate qu'aujourd'hui, quand je fais la comparaison, Kabila a été largement supérieur à Tshisekedi, Mobutu Sese Seko. La preuve, vous recevez les gens ici, ils vous parlent de Kabila. On l'a présenté par l'UDPS, par ses opposants, comme un agent de l'étranger, comme un sujet rwandais, qui vendait les richesses minières du pays à l'extérieur. Mais aujourd'hui, avec le temps, nous constatons que Kabila a pris des bonnes décisions. Il a augmenté les parts de l'État dans le nouveau code minier. Il a fait un rapprochement avec les partenaires chinois pour doter le pays des infrastructures. Mais regardez ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. C'est lui qui venait de brader les richesses minières du pays auprès de Trump. Kabila ne l'a jamais fait. Kabila a donné un pays avec toutes ses frontières. Sans le M23, il y avait la paix. Mais aujourd'hui, le Congo est coupé en deux. Donc, ne serait-ce que sur ce plan-là, sans tenir compte de tout ce qu'il avait fait quand il est arrivé au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son défunt père, le pays était coupé, il a réunifié, il a doté le pays d'une constitution et des institutions qui continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même le travail que Kabila a fait. Mais quand je compare Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Il brade les richesses minières du pays. Il instaure la tyrannie. La preuve, vous êtes en exil. Combien de fois vous avez été agressé, même ici en exil? C'est des choses qui ne se faisaient pas sous Kabila. Donc c'est là que j'insiste que c'est une tyrannie. L'opposition n'existe plus au Congo. L'opposition qui est tolérée, c'est l'opposition que Tshisekedi choisit. La preuve, nous sommes tous en exil. Kabila est en exil. Donc, voilà, c'est pourquoi j'insiste que c'est une tyrannie. Mais pour nous qui connaissons l'histoire, ça ne m'étonne pas. Parce que on a vécu pareil, les mêmes choses. Dans les années 60, quand on a assassiné Lumumba, les Lumumbistes ont été traqués, ils étaient obligés d'aller en exil. Et Laurent Désiré Kabila a fait le maquis, après il s'est installé en exil. C'est grâce à la lutte de l'AFDEL qu'ils sont revenus au pays avec Joseph Kabila, avec tout le monde. Donc, il y a toute une différence à faire entre Kabila et Tshisekedi. Je ne considère pas Kabila comme un mauvais président. Pour moi, je pense que quand je le compare à Tshisekedi, d'ailleurs les Congolais ont fait la comparaison, regrettent Kabila aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur Kabila, et le critère de vérité, comme dit les maoïstes, c'est la pratique. La pratique a démontré que le RAM, c'est Tshisekedi, des millions de dollars qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Chile Gelou, tous les scandales financiers que le Congo n'a jamais connus. Vous avez reçu un monsieur qui s'est référé à la Banque mondiale ici, je l'ai suivi. Il était clair, quand on fait la comparaison, c'est le jour et la nuit. Donc,
Je ne suis pas de ceux, parce que j'assiste depuis un certain temps, hein, les gens pour diaboliser Kabila, ils ont tendance à le mettre dans le même panier que Tshisekedi. Non, Tshisekedi fait pire. Donc, je dis, je préfère largement Kabila, et je pense que Kabila a été un bon président, mais je ne dis pas qu'il n'a pas commis des fautes ou des erreurs. Et je répète, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne commettent pas de fautes. Quand on dirige, on commet des fautes. Le plus important, c'est de se rendre compte qu'on a commis une faute et on prend la décision de la corriger et d'aller de l'avant. Et je pense que nous sommes à ce stade en train de réfléchir ensemble comment corriger les erreurs du passé pour aller de l'avant. C64 appelle à manifester donc ville morte le 3. Vous, Sauvons le Congo, Kabouye a dit que vos oppositions a pété. Vous vous limitez aujourd'hui à des communiqués. Ça fait 1 an que Sauvons le Congo a vu les jours. Les Congolais ont cru que Kabila allait sortir un peu de sa tanière. Il a dirigé les pays pendant 18 ans, il connaît l'armée, il connaît tout. 1 an plus tard, c'est aucune action concrète sur terrain, sincèrement. Qu'il y ait des communiqués que vous signez, que vous pensez bouger les lignes avec ces communiqués, ces petits communiqués que vous rédigez tous les jours. Et il n'y a pas que des communiqués. On avait commencé à nous organiser sur terrain à Kinshasa, lorsqu'ils ont envoyé les militaires et l'armée pour nous empêcher. Mais pourquoi Chadari, pourquoi Minakou se trouvent en prison? Si nous sommes une opposition à péter, pourquoi ils ne nous laissent pas, comme à l'époque de Kabila, où l'UDPS avait la possibilité de manifester? Il existait une opposition à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, est-ce qu'ils autorisent, ils laissent souvent la RDC organiser leurs activités à l'intérieur du pays pour jauger, voir si nous sommes une opposition à péter? Non, ça c'est de la propagande, ça c'est du mensonge, de la manipulation. Nous ne sommes pas une opposition à péter. Mais nous avons trouvé d'autres mécanismes pour contourner cela. Et nous travaillons. Lesquels? Nous travaillons. Les communiqués? Bon, mais non, pas les communiqués. Les communiqués que vous signez pas seulement, avec Moïse Inerouga, Bomena et tout. Pas seulement les communiqués. Je ne peux pas dévoiler toute la stratégie 1 an devant, plus tard. devant Quel est votre cet caméra. acte de bravoure que vous avez posé? Un an plus tard. Nous travaillons. Regardez les Congolais. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait 1 an plus tard? Oui. Les communiqués, j'ai peu à en citer. Mais n'oublie pas... 1 an plus tard, il n'y a rien sur terrain. Il n'y a rien. Nous sommes un front et nous avons notre manière de nous organiser. Ça, c'est un. De deux, il y a une tyrannie au pays. Lorsqu'on a commencé nos activités, les nôtres ont été arrêtés. Certains sont, jusqu'au moment où nous parlons, vous dans pensez des que cachots le clandestins. Moulélé, les Félix Moukoulou et tout ça avaient la main facile? Non. Vous pensez qu'Etienne Tshisekedi est devenu Tshisekedi parce que Mobutu lui laissait tout? Non, mais nous travaillons. Et alors, quand on dit qu'il y a la tyrannie, on a l'impression que la tyrannie est devenue une sorte de parade derrière laquelle vous voulez vous cacher. L'histoire même la plus récente du pays a démontré qu'il y a eu des opposants qui ont fait preuve de bravoure. Faites le même, faites pareil. Oui, je suis d'accord. Les gens ont tendance à faire des comparaisons en se référant par exemple à l'opposition à l'époque menée par Tshisekedi. Étienne, à l'époque de Mobutu. Vous savez, en politique, il y a 2 types d'opposition. Il y a une opposition de rupture et une opposition de rivalité. Tshisekedi a mené une opposition de rivalité. C'était pro-occidental, pro-américain, au même titre que Mobutu. Donc il pouvait faire sa comédie sans que le régime lui fasse du mal. Mais l'opposition de rupture était obligée de rester en exil. Celle incarnée par Laurent Désiré Kabila, par Mandefin Père et les autres. Donc aujourd'hui, l'opposition probablement de rivalité au régime est autorisée de fonctionner. Mais ceux qui incarnent la rupture, ils sont en exil. C'est la raison pour laquelle nous essayons de nous organiser ici également, sur le plan diplomatique, sur le plan de la mobilisation de la diaspora. D'ailleurs, nous allons, avec les autres Congolais, nous associer pour organiser des marches ici. C'est aussi une activité politique qui concerne la République démocratique du Congo, puisque officiellement, nous ne pouvons pas opérer à ciel ouvert au Congo. Nous opérons d'une autre manière. Mais je ne peux pas tout dévoiler ici dans votre émission. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous et ce soir, notre invité, c'est donc Monsieur Albert Moukoulou-Bundou, président de FDA, Front démocratique africain, c'est ça? Tout à fait. Membre du Front commun pour, qu'est-ce que j'ai dit?
sauvons le Congo, sauvons la RDC RDC de M. Joseph Kabila. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique au pays. L'actualité, c'est aussi ces sanctions prises contre Kabila par les Américains. J'ai lu les communiqués, comme d'habitude d'ailleurs, hein, les communiqués de Sauvons la RDC. Les Américains accusent Kabila d'être derrière la FCM23. Et pour cela, ils ont donc pris ces mesures sanctionnant l'ancien président de la République. Est-ce que les Américains n'ont-ils pas raison? Kabila est à Goma, il est protégé à ce moment ici par la FCM23. Est-ce que les Américains n'ont-ils pas raison de prendre ces sanctions contre le président de votre structure? Non, ben ça c'est un travail de lobbying opéré par le régime de Tshisekedi. Je ne vois pas la raison pourquoi il est obligé d'aller à Goma, parce que Kinshasa l'a condamné à mort. Donc les immunités ont été levées, il est condamné à mort, ils ont confisqué ses biens et il s'est vu dans l'obligation de rentrer au pays par la partie orientale. Ce n'est pas une raison qui justifie qu'il soit membre de l'AFC M23. L'AFC M23 a une structure connue. Sa branche militaire est dirigée par Makenga, la branche politique est dirigée par Nanga. Kabila n'est pas membre de l'AFC M23. Donc il faut tenir compte des circonstances qui poussent Kabila à aller au pays, dans la partie orientale. Ce n'est pas pour cette raison qu'il faut le sanctionner sous prétexte qu'il est un soutien au M23. Ça, c'est la propagande de Kinshasa. Les Américains sont quand même le plus puissant du monde. Ils ont les meilleurs services de renseignement. Hein. Ils ne prendront pas une décision comme ça à la légère. Hein. Oui, mais ils n'ont qu'à nous prouver que Kabila finance la FC M23. Ils n'ont produit aucune preuve. Et même s'il y avait une preuve, moi, je suis très réservé. Je ne serais pas vraiment, moi, convaincu de leurs preuves, parce que je sais comment fonctionne les systèmes américains. Vous savez comme moi que pour assassiner comment il s'appelle, l'ancien président irakien Saddam Hussein, on a prétendu qu'il avait des armes de destruction massive. C'était une raison pour bombarder son pays et le tuer. Kadhafi, on sait pour quelle raison on l'a abattu. Toujours autour des mensonges. Nicolas Maduro, qui se trouve actuellement en prison aux États-Unis, nous savons pour quelle raison ils l'ont pris. On l'a présenté comme chef d'une bande des narcotrafiquants. Mais on sait par ailleurs que c'est le pétrole vénézuélien qui intéresse les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, pour ça, au moins, sur base de tous ces faits-là, moi, qui suis l'histoire des différentes administrations américaines, je ne suis pas convaincu des raisons qu'ils ont utilisées pour prendre ces sanctions contre Kabila. Et ça, c'est la propagande de Kinshasa. Et nous savons quelle est la nature des relations que Kinshasa entretient avec certains individus qui sont qui sont dans l'administration Trump. Donc voilà. Kabila est sanctionné, il est à Goma. Vous dites que Goma c'est son pays, c'est ce que vous dites, qu'il ne pouvait pas aller ailleurs. Mais Goma est quand même occupé aujourd'hui par un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, selon les rapports des Nations Unies. Hein. Il faut que les choses soient claires. Les Nations Unies ont sorti un rapport qui stipule, qui annonce que l'FCM 23 était un mouvement soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Quel est votre point de vue par rapport au combat mené par l'AFC? Que représentent ces hommes? J'aime bien poser cette question quand je reçois mes invités ici. Tshisekedi dit que c'est des pantins, c'est de représentants du Rwanda. Franck Diongo, qui est avec vous au sein de Sauvons la RDC, il dit que c'est des révolutionnaires qui se battent sur base de l'article 64. Il y en a qui disent que c'est des rebelles, c'est des... Moukoulou, pour vous, que représente Nanga, la FCM 23? Comment vous les jugez-vous? Est-ce qu'ils sont en train de faire à Goma? Nanga est mieux placé lui-même. Il a expliqué pourquoi il a pris les armes contre Tshisekedi. Je ne l'ai pas sur le plateau. J'ai demandé à un acteur politique le M23, qu'est-ce qu'il pense. M23, ce mouvement insurrectionnel, avait signé avec Tshisekedi. Ils avaient des accords. Ils se sont arrangés, même ici en Belgique, contre Kabila à l'époque. C'est cet accord-là qui n'a pas été respecté une fois de plus par Tshisekedi qui les a poussés à prendre les armes contre lui. Et Kagame, lui également, souvenez-vous, lorsque
Tshisekedi est proclamé frauduleusement président de la République, une mission devait être effectuée à Kinshasa pour le récomptage de voix. En 2018. En 2018, donc Tshisekedi a eu des arrangements, a fait des arrangements à l'époque avec Kagame. Il avait commencé à les mettre en application. Il a donné un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles cette entreprise qui exploite l'or, pour que l'or congolais soit raffiné au Rwanda. Donc, tout ça a fait qu'ils ne se sont plus entendus. Les uns et les autres ont pris les armes contre Tshisekedi. Donc ça fait partie de la gestion de Tshisekedi. Il n'a pas pu gérer toutes les promesses qu'il avait faites aux autres. Donc ils ont raison de prendre les armes pour réclamer le respect des accords qu'ils ont eu avec Tshisekedi. Ils ont pris les armes. C'est la gouvernance Tshisekedi qui est à la base de la situation que nous vivons actuellement. Et c'est lui qui déclare pendant les élections que Aroula Lalizo-Sonada Kunaïete, ceci, cela, il envoie des troupes là-bas. Il négocie avec l'État rwandais aux États-Unis. Il signe des accords de paix, semble-t-il. Et dans cet accord, il ne reconnaît pas l'agression. Donc, pour nous, l'AFC M23, c'est une situation provoquée par Tshisekedi. C'est une justification de leur présence pour vous. Vous justifiez, vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire. C'est Tshisekedi qui a créé cette situation. Nous le constatons. Et ils prennent les armes parce que Tshisekedi a instauré une tyrannie, parce que Tshisekedi n'a pas respecté ses engagements. C'est leur affaire, ça ne nous concerne pas. J'aime beaucoup ces contournements. Non, nous constatons les faits. J'aime beaucoup ces contournements. C'est leur affaire, ça nous ne concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Est-ce pas irresponsable de la part d'un président d'un parti politique de dire ça? L'Est de la République est occupé. Il y a vos compatriotes qui sont dans la rue. Il y a la guerre. Au moment où je parle, il y a des drones qui décollent, il y a des gens qui meurent. Oui. Comment on peut être un parti politique avec ses ambitions nationalistes, avec les ambitions de prendre le pouvoir et de gérer les pays demain, et sur une question aussi importante que celle-là qui engage la vie des Congolais, vous dites, c'est pas mon affaire. C'est pas irresponsable de dire ça, monsieur Mokolo-Bondo. Non, ce n'est pas irresponsable, parce que je n'aimerais pas que l'on donne l'impression que nous sommes derrière Nanga, derrière le M23. Non, nous ne sommes pas à la base de cette situation. Donc on s'en fout, comme c'est pas nous. Allez, tirez-vous dessus, pillez comme vous voulez. Moi, Mokolo-Bondo, c'est pas mon affaire. Ah non. Mais c'est ce que vous voulez dire. Regardez la caméra, c'est ce que vous dites aux Congolais. Non, vous dites on s'en fout. Vous avez dit on s'en fout, c'est pas notre affaire. Non, c'est Tshisekedi qui est à la base de cette situation. C'est pas nous qui l'avons déclenché. Mais en tant que responsable, nous avons discuté sur base des propositions venues, par exemple, de deux confessions religieuses, la Cinco et le CC, qui nous ont présenté un plan, un projet, un plan appelé le pacte pour la paix et le bon vivre ensemble, pour négocier afin qu'on trouve une solution à ce problème de la guerre, l'insécurité. Mais Tshisekedi instrumentalise d'autres confessions religieuses, donc des églises dites de réveil à Kinshasa. Les lépreux, comme on les appelle aujourd'hui. Les lépreux, pour empêcher à ce que l'on mette fin à cette situation. Il n'a qu'à lui trouver une solution à ce problème qui a créé. Il ne faut pas, comme le font les gens du pouvoir, retourner cette situation, dire c'est Kabila, c'est souvent la RDC, ils sont derrière l'AFC M23. C'est faux. C'est Tshisekedi qui est à la base de cette situation. Il continue à faire la guerre malgré les propositions allant dans le sens de trouver une solution pacifique. C'est lui qui sabote tout ce qui a été conclu, que ce soit à Doha, que ce soit à Luanda. Il n'en veut pas. Il instrumentalise ces églises dites de réveil avec des pasteurs lépreux pour empêcher l'exécution d'un plan de paix. Parce qu'il a son schéma à lui, il veut rester à la tête du pays, soit nous imposer quelqu'un de son camp pour continuer à rester à la tête du pays parce qu'il a commis beaucoup de dégâts. Il sait qu'il a mal géré le pays, il a fait des morts chez Béa, Chéribé Okende et d'autres, il garde des gens dans les cachots clandestins, donc il a peur de l'avenir. Voilà pourquoi il n'accepte pas le plan proposé par les deux confessions religieuses. Mais écoutez, le peuple, c'est à lui qu'appartient le dernier mot.
Donc nous travaillons à mobiliser le peuple pour respecter les textes du pays. La vie des Congolais du Congo ne s'arrête pas avec la personne de Tshisekedi. Donc c'est un humain, il partira un jour, le Congo va continuer. Donc nous nous battons pour le respect de la Constitution, nous nous battons pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, que la guerre se termine à travers l'initiative de 2 confessions religieuses, le pacte pour la paix et le vivre ensemble. C'est ce schéma-là que nous avons adopté parce que les 2 confessions nous ont consultés, nous en tant que FDA et nous en tant que souvent la RDC, nous avons accepté ce plan, mais Tshisekedi n'en veut pas. Bon, on va voir ce qu'il va faire, mais on ne peut pas nous coller la responsabilité de ce qui se passe dans l'Est. Tshisekedi prend donc la responsabilité, mais il y a quand même une évidence. C'est la présence du Rwanda, c'est le soutien du Rwanda. Les Nations Unies, je les cite, confirment que l'AFCM 23 reçoit le soutien du Rwanda. Oui. Ça aussi, vous ne condamnez pas. Ce n'est pas une agression, ça. Est-ce que vous comprenez que Paul Kagame demande à ses troupes de se retrouver chez nous? Est-ce que ça aussi, vous allez trouver des moyens de contournement ou tu sais qu'il dit qu'il faut condamner? Vous n'allez pas condamner la présence rwandaise chez nous? Non, par principe, personne ne peut accepter une agression. Que ce soit le Rwanda, l'Ouganda. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. On ne parle pas de l'Ouganda, on a tendance à exacerber en parlant uniquement du Rwanda. Par principe, je ne suis pas d'accord qu'un pays occupe la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda justifie sa présence par la présence des militaires, des génocidaires, des FDLR dans l'armée congolaise. Et Tshisekedi l'a reconnu. Comment voulez-vous que nous puissions le défendre en ce moment-là? Parce qu'il signe un accord de paix aux États-Unis, dans lequel il ne dénonce pas l'agression. Il prend l'engagement de désarmer les FDLR, de les renvoyer au Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire, nous, dans ces conditions-là? Donc, ça veut dire que Tshisekedi doit assumer ses responsabilités. Nous avons condamné le génocide au Rwanda. Nous condamnons aussi le génocide en République démocratique du Congo. Mais quand Tshisekedi se met avec les génocidaires, il nous met aussi en difficulté pour le défendre, ou bien pour continuer à attaquer le Rwanda. Par principe, nous sommes opposés à la présence du Rwanda dans notre pays. Nous le disons, nous cessons de le dire, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais quand Tshisekedi prend les génocidaires, il les met dans l'armée congolaise, ça nous met dans des situations difficiles. Donc voilà pourquoi nous, pour trouver une solution globale à cette situation, nous avons adhéré au plan proposé par les 2 confessions religieuses pour que la paix revienne. Ce plan a l'avantage de tenir compte de la crise de légitimité des institutions, la crise politique à cause de l'illégitimité des institutions issues des élections frauduleuses. Mais il y a aussi un volet externe qui implique les pays limitrophes qui sont chez nous, entre autres le Rwanda, l'Ouganda. Donc ce plan-là, il est bon. Il faut discuter sur base de ce plan-là, les Congolais et les Rwandais et les Ougandais dans la région pour trouver une solution à ce problème. Mais pour Tshisekedi, non. Il doit écouter comment il s'appelle, le lépreux, le pasteur Majiba Yamapia. C'est lui qui dicte aujourd'hui le tempo, alors que les Congolais attendent des hommes sérieux qui peuvent trouver des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Albert Moukoulou-Boundou, grand merci d'être venu nous voir. Les Congolais vous regardent, vous leur direz quoi pour qu'on clôture cette émission? Je leur demande de se mobiliser pour mettre fin à la tyrannie, donc à la gestion Tshisekedi, et puis d'observer la journée ville morte du 3 et de s'associer, pour ceux qui sont dans la diaspora, de s'associer à nos manifestations pour dénoncer la tyrannie, pour dénoncer le changement de la Constitution et le 3e mandat, pour dénoncer les répressions, les arrestations arbitraires. Minakou n'a pas à rester dans les geôles, dans les cachots clandestins du régime, Chadari non plus, et tous ceux qui sont injustement arrêtés, injustement condamnés, ils n'ont pas leur place dans les prisons. Le Congo s'appelle la République démocratique du Congo. Ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo n'a rien de démocratique. Battons-nous pour revenir sur les valeurs démocratiques, faire de ce pays un État républicain, un État qui respecte les lois. Et pour ça, moi je demande à tous ceux qui acceptent notre orientation idéologique, nous les panafricains,
nous les patriotes, nous les progressistes, nous les nationalistes congolais, d'adhérer massivement au Front démocratique africain pour la continuité du combat de Patrice Emery Lumumba, de Pierre Moulélé, de Laurent Désiré Kabila et de tous les panafricains comme Kwame Nkrumah, comme Modibo Keïta du Mali, comme Sankara, comme tous ceux qui se sont battus pour la libération de l'Afrique, pour le progrès du peuple africain. C'est ça le combat, c'est ça qui nous a poussé à créer le Front démocratique africain, notre mouvement qui s'inspire de ces orientations idéologiques pour que les choses aillent de l'avant, parce que le Congo, c'est 9 frontières. Le Congo, comme disait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette de ce revolver se trouve en République démocratique du Congo. Si le Congo se libère de la tyrannie, si le Congo donne le bon exemple avec une bonne démocratie, avec des bonnes finances, avec de bonnes élections, cela aura un impact auprès de 9 voisins et ça sera peut-être le décollage de l'Afrique. Albert Moukoulou-Boundou, merci. Merci d'être venu nous voir. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était M. Albert Moukoulou-Boundou, patron du parti politique qu'on appelle FDA, Front démocrate africain. Il est également membre de la structure Sauvons la RDC, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila. Grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Docteur, je te salue. Jason, de tous les temps et de tous les jours, était également là. Restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve pour d'autres numéros sur ce plateau. Au revoir et à la prochaine.